La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Jean-Marie Comte reçoit l'auteur de littérature jeunesse Vincent Villeminot. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors pour ma part, je voulais juste préciser, c'est une indication personnelle, que j'ai découvert vos livres, en les lisant, à l'occasion, lorsque vous avez été sélectionné pour le prix du roman d'écologie. Dont vous avez été lauréat en 2020 pour Nous sommes l'étincelle. Et voilà, c'était une belle rencontre littéraire et je faisais partie du jury. Voilà, donc je tenais à le dire pour commencer, mais voilà, il n'y a pas d'autre connivence que celle-ci. Donc dans les années 90, après vos études, vous avez été enseignant en journalisme, journaliste reporter, et puis quelques années après, vous êtes devenu, j'ai envie de dire, seulement écrivain. Oui. Vous êtes le plus souvent présenté comme un écrivain pour la jeunesse, mais plus particulièrement pour les adolescents et les jeunes adultes. Pour ma part, je me demande si on peut raisonnablement vous cantonner ou se limiter à cette définition, comme si comme si on considérait que votre lectorat est déterminé par son âge. Pour ma part, je ne le pense pas complètement, surtout après avoir lu et relu, non pas tous vos livres, mais un choix de plusieurs d'entre eux, à partir desquels je propose que nous échangions au cours de cette présentation. Alors d'ailleurs, présentation est un exercice difficile parce que j'ai noté, en lisant quelques-uns des entretiens que vous avez accordés à des revues, et notamment à la revue des livres pour enfants, que vous dites que, c'est dans... Je n'ai pas noté le numéro, mais bon, peu importe, on le retrouvera facilement. Je pense qu'en tant qu'auteur, je vous cite, je pense qu'en tant qu'auteur, on ne doit pas s'expliquer, qu'on doit au contraire se taire sur ses intentions, ce qu'on visait en tentant tel texte. Sinon, ce serait surévaluer l'auteur et sous-évaluer le rôle du lecteur dans le processus littéraire. Ce serait lire à la place du lecteur, lui dicter sa lecture. Le livre, le roman suffisent. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que c'est d'abord les livres, mais voilà, en acceptant de participer à cette soirée, voilà, vous acceptez aussi d'aller au-delà de ce qu'il ne faut pas lire évidemment au premier degré. Je sais que vous acceptez assez volontiers de participer à de nombreuses rencontres avec vos lecteurs, mais ça signifie que ce n'est peut-être pas si facile que cela de parler avec vous de vos livres. En tout cas, ça rend d'autant plus intéressante l'idée de cette rencontre, et voilà, je tiens à remercier le Centre national de la littérature pour la jeunesse de l'avoir inscrite à son programme. Et à cette occasion, je voudrais aussi saluer le travail long et patient qu'il a fallu faire pour rédiger cette bibliographie. Je crois que c'est Christophe Patrice, on va le citer, qui l'a rédigé. Et c'est très important, et ça donne déjà une indication vraiment très très précise de l'abondance et de la diversité de votre œuvre. Et je sais aussi que parce que vos livres sont très souvent présentés dans la partie critique de la revue des livres pour enfants, et ça suppose pour les contributeurs de souvent se confronter à ce que vous écrivez, et comme l'a dit Corinne Bouquin, je pense pouvoir dire avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et ça permet aussi de le faire partager au-delà des cercles des jeunes lecteurs. Alors, au cours de notre lecture, nous parlerons de l'écriture de vos livres, peut-être en se concentrant aussi plus en détail sur certains d'entre eux, comme nous l'avons prévu.
Nous aurons aussi le plaisir de vous entendre lire quelques pages de vos romans. Et puis, évidemment, bon, voilà, on s'attardera sur plus particulièrement sur quelques titres, avant peut-être, si vous l'acceptez, de parler de ce que vous êtes en train du travail qui est en cours, de ce que vous écrivez en ce moment. Sous le contrôle de mon éditeur qui est là dans la salle. Voilà. Alors, peut-être pourriez-vous justement commencer par nous lire un passage d'Instinct. La cascade, indifférente à la nuit comme à sa présence, susurrait une rumeur toujours égale. Il avait su trouver la rivière, il ne savait plus pourquoi il la cherchait. Mais il aimait le bruit de la cascade. Il était déjà venu pêcher ici 10 fois avec Ben. Juste au-dessous de la cataracte, là où les poissons troublés par les tourbillons d'eau viennent chercher leur oxygène et reprennent leur souffle sous les cailloux du lit. Tim s'allongea en aval de la chute, puis se frotta le dos sur une grande roche plate, presque au niveau de l'eau qui affleurait. Cette nuit, il n'y avait pas une truite, pas même un alevin, rien. Ce n'était pas la saison du frais. Il sentait l'air léger de juillet, une brise. La nuit était tiède malgré les premiers contreforts montagneux. La pierre sur laquelle il s'était étendu avait conservé la chaleur du soleil qu'elle avait reçue tout le jour. Pourquoi devait-il venir à la rivière ? Pourquoi son instinct le lui avait-il dit ? La lune, simple quartier, était montée pour sa course nocturne, dans un ciel piqueté de milliers d'étoiles, sous le drap laiteux de la Voie lactée. L'air était d'une pureté exceptionnelle, le bouquet des conifères, la résine, celui des feuilles pleines de chlorophylle, des fruits, l'enivrèrent. Adossé de tout son long sur le rocher, il guettait une pluie de météorites courant en cette saison. Son dos racla contre la pierre comme il savait le faire depuis ses origines pour éliminer les parasites. Ses origines. Son espèce. Il sut soudain pourquoi son cerveau lui avait commandé de chercher l'odeur de mousse fraîche et spongieuse, le bruit de la cascade. Ce n'était pas pour les poissons, c'était pour le miroir. Merci beaucoup. On voit que, on reviendra sur Instinct tout à l'heure, hein, je ne veux pas entrer tout de suite dans ce livre, mais à travers ces lignes que vous venez de lire, on comprend que vous êtes un écrivain, un raconteur d'histoire. Et je voulais savoir justement si c'est la raison qui vous a fait devenir écrivain. De raconter des histoires, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors, c'est la raison initiale, c'est-à-dire que moi j'ai été journaliste pendant... D'abord, bonsoir à tous, pardon, excusez-moi, à tous et toutes. Moi j'étais journaliste pendant 10 ans. Un jour, j'ai posé le constat que je ne pouvais plus être journaliste. Pendant que j'étais journaliste, j'avais écrit un roman pour adultes qui n'a pas été publié, et on peut s'en féliciter, qui était un roman qui était une sorte d'hommage inconscient à toute la littérature que j'aime, mais toute mélangée dans un seul roman. C'était très indigeste. Et puis, quand j'ai quitté le métier de journaliste, je savais pas quel boulot j'allais faire. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai fait pour gagner ma vie des bouquins de journaliste, donc des livres d'interview, des livres de pratique, etc. Et chez un éditeur pour lequel j'écrivais un roman comme ça, une éditrice a appris que je racontais des histoires à mes enfants le soir. Et j'ai jamais lu de bouquins, c'est très mal, à mes enfants, je leur ai toujours raconté des histoires. C'était ma femme qui lisait les bouquins et moi je racontais. Et elle m'a demandé d'écrire un premier livre, ce que j'ai fait.
ça s'est suffisamment bien passé pour qu'elle m'en demande un deuxième, un troisième. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va peut-être être ça mon métier, c'est raconter des histoires pour les enfants. Donc là, à cette époque-là, mon fils aîné avait 7 ans. Quand il a eu 11 ans, il se trouve qu'il y a des éditrices qui m'ont dit, on croit que t'es romancier, donc propose-nous des romans. J'ai proposé des romans, ça s'est bien passé, et voilà. Et en fait, j'ai une chance phénoménale que des gens croient avant moi que je saurais raconter des histoires. Et je crois que le fait de le faire pour la jeunesse m'a fait centrer d'abord sur l'histoire et les personnages, en oubliant complètement les états d'âme de l'auteur, parce que je savais bien que ces états d'âme-là n'intéresseraient pas mes lecteurs. J'avais des enfants à la maison pour me le dire. Si bien que ouais, c'est ce qui m'a fait romancier, d'écrire pour d'autres que moi et d'autres vies que la mienne. Voilà. Alors, vous venez de dire que vous avez commencé à écrire pour la jeunesse, mais bon, c'est un mot assez vague. Enfin, c'est très vaste. Assez vaste. Ça, et puis bon, dans votre travail d'écrivain, enfin, ça recouvre des ensembles qu'on peut bien différencier. Mais vous et on voit que au-delà des jeunes enfants, on parlera peut-être tout à l'heure de la série Hôtel des Frissons, il y en a d'autres, mais on voit que vous allez plutôt vers un public plutôt d'adolescents et de jeunes adultes, enfin selon les définitions du lectorat qu'on a aujourd'hui. Qui sont à la fois des cases marketing, mais des réalités aussi. D'accord, alors vous pouvez expliquer... C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire pour les ados. Très vite, on m'a dit, ce que tu fais, c'est du jeune adulte. J'ignorais totalement que je faisais du jeune adulte. Et en fait, très vite, j'écris d'abord 2 romans de fantasy qui m'ont valu de visiter 2 ou 3 classes. Et ce que j'ai entendu dans ces classes-là sur la fantasy m'a fait dire je n'ai plus envie d'écrire de la fantaisie, puisque les jeunes gens que je rencontrais me disaient on aime la fantaisie parce que ça nous permet d'oublier que notre vie est triste. Je me suis dit je ne vais pas écrire des livres pour permettre à des jeunes gens d'oublier que leur vie est triste, je vais écrire des bouquins pour leur permettre de réaliser que leur vie est intéressante. Voilà. Donc j'ai quitté la fantaisie quand j'ai écrit ma première série qui est Instinct, là, dont j'ai lu un extrait. J'ai écrit peut-être le bouquin dont je me figurais que des adolescents de 11-12 ans auraient envie d'une histoire comme celle-là, c'est-à-dire un thriller, un récit de pleine nature, voilà, sans avoir trop lu de littérature jeunesse jusque-là, donc j'étais assez ignorant de ce qui se faisait, de ce qui se faisait pas, de ce qui existait en littérature jeunesse en France ou pas. Il se trouve que j'ai découvert à cette occasion-là, parce que le bouquin a bien marché, j'ai été invité dans des salons, donc j'ai découvert qu'il y avait des salons presque tous les week-ends en France, ce que j'ignorais complètement. J'ai découvert qu'un certain nombre des lecteurs qui se présentaient à moi n'avaient pas du tout l'âge de mon fils, mais parfois le double, voire le triple. Et donc, je me suis retrouvé devant un public, je ne sais pas si ce sont des jeunes adultes, mais j'ai très vite compris que, en fait, c'était pas une catégorie d'âge, mais une sorte de genre littéraire en soi. La littérature young adult, c'est une façon d'aborder le monde, une façon de regarder le monde, comme le polar en est une façon, comme l'ASF en est une façon. C'est une spéculation sur le monde qui est très particulière puisque c'est une spéculation initiatique. Je prends le parti que mes personnages ne savent pas ce qu'ils découvrent, ne le connaissent pas,
le découvrent à cette occasion-là et qu'ils n'ont aucune usure par rapport à ce qu'ils découvrent. Et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé d'écrire à la fois dans une catégorie d'âge, c'est-à-dire de m'adresser à des ados qui sont des bons lecteurs, qui sont, contrairement à l'image qu'on en a, souvent des lecteurs plus exigeants que le lectorat adulte, parce qu'un ado, soit ça lit plus du tout, soit ça lit beaucoup. Donc quand ça lit beaucoup, ben ça a l'occasion de confronter des romans. Voilà. Et en même temps, dans une catégorie de genre qui me plaisait. Ouais. Et pour tout dire, vous me dites si je suis trop long dans mes réponses. Mais à la fin d'Instinct, au tome 3 d'Instinct, j'avais écrit une fin tout à fait désespérée et désespérante. Et mes éditrices chez Nathan, Céline Chervet et Eva Grinspan, m'ont dit « Vincent, tu fais ce que tu veux, mais nous, on a pour habitude de considérer que la littérature jeunesse ne doit pas désespérer. » C'est amusant, je crois que dans la loi de 49, c'est formulé « ne doit pas décourager ». Il me semble que c'est démoraliser. Mais en tout cas, c'est mentionné comme tel. Bref. Et je me suis dit, c'est un critère intéressant. Donc j'ai réfléchi. J'ai fini par écrire une autre fin, qui est pas fleur bleue, hein, mais qui pour autant était moins désespérée. Mes éditrices m'ont fait l'amitié, sans même me le dire, de mettre un flashcode à la fin du bouquin pour publier la fin initiale telle que je l'avais prévue, ce que j'ai trouvé assez classe. Voilà. Moi, ça m'a valu la chose la plus difficile pour un romancier, c'est-à-dire que j'avais tué 2 personnages et j'étais obligé de les ressusciter. Ce qui est pas facile, hein, quand on a fait le deuil d'un personnage, de dire non, en fait, il était vivant. Voilà. Mais ça a été derrière mon guide. Et en fait, j'écris de la littérature jeunesse aussi pour ça. C'est-à-dire, j'écris sur des réalités qui sont difficiles. Beaucoup de mes romans sont noirs, un peu terrifiants, un peu parfois tristes. Mais parce que je suis en littérature jeunesse, je suis obligé de chercher où est-ce qu'il reste de la lumière là-dedans. Et je trouve ça, voilà, intéressant d'être là, d'être à cet endroit. C'est une réponse super longue à la question. Alors, peut-être juste pour rester là-dessus, avant de revenir à une question plus générale, vos personnages en même temps, bon, il y en a beaucoup qui meurent. Hein, oui. C'est vraiment, ça c'est le côté très très noir. Ça rend la lecture, ça rend souvent très mélancolique hein, quand on lit vos livres. Mais en même temps, pour ceux qui restent, je trouve que vous leur laissez énormément de liberté. Ce sont des personnages, même dans les situations les plus... on parlera peut-être un peu plus en détail d'Instinct ou dans D'où sommes l'étincelle, qui sont quand même des livres très, très durs. Les personnages principaux sont infiniment libres. Oui, ça m'intéresse. C'est peut-être par rapport à ce truc initial de la vie triste ou pas triste, ça m'intéresse parce que je le crois, de dire qu'une belle vie, c'est une vie qu'on choisit. Et d'essayer de trouver pour chacun de mes personnages des occasions de choisir. Ça suppose effectivement d'en tuer un certain nombre, ne serait-ce que parce que quand on a des personnages adolescents, si on veut qu'ils choisissent un petit peu, faut souvent tuer les parents. Donc c'était devenu un rituel en début de roman, je tuais les parents. J'ai fini par trouver ça un peu systématique, donc j'ai cherché d'autres façons de faire. Voilà, quand on tue l'intégralité des adultes, il n'y a pas que les parents. C'est vrai que moi, dans ma version du 4, tous les adultes meurent, sauf le père. Donc en définitive, j'ai tué tout le monde, sauf le... Bref. Mais oui, ça m'intéresse qu'ils choisissent, y compris
que ces choix soient difficiles, que ce soit des choix coûteux et éventuellement des choix qui aient des conséquences lourdes, mais que ce soit des belles libertés qui soient en jeu, je trouve ça toujours essentiel que la liberté des personnages se déploie et qu'elle se déploie d'abord contre moi. C'est-à-dire que j'ai prévu, quand je commence le roman, de leur faire vivre des choses et qu'il n'y a roman que s'ils me résistent, si tout d'un coup ils trouvent une consistance en se dérobant dans une scène ou au contraire en faisant un choix que j'avais pas prévu pour eux. Et c'est à partir de là que je sais qu'il y a un roman. Donc il faut qu'ils soient libres, y compris vis-à-vis de leur auteur, quoi. Sinon c'est des marionnettes. Et c'est beaucoup moins intéressant pour moi à écrire et beaucoup moins intéressant pour le lecteur de les suivre. Et justement, ça me permet de, parce que je voulais, en vous entendant parler de cette façon de vos personnages, comme on va venir à votre écriture plus précisément, et que vous êtes un des rares romanciers à ma connaissance qui remercie ses personnages à la fin de son œuvre. Justement, là c'est à la fin du volume 1 de Instinct, enfin en poche. Enfin, je tiens à remercier Sharif, Flora et Tim, sont les 3 personnages principaux, pour le bout de chemin et pour la suite. Et c'est pas du tout. Enfin, je trouve pas ça anecdotique. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué de lire, parce que vos remerciements sont très très développés. On y reviendra vraiment. Je crois que là, vous devez avoir un record, oui. Non. Dans la façon de remercier, c'est quand même très très singulier. Mais en tout cas, voilà, vous remerciez vos personnages, donc ça veut dire quand même combien vous êtes attaché. En fait, moi je considère que le métier de romancier, c'est d'inventer des personnages qui vont devenir vrais, qui vont prendre une réalité. Et qui vont prendre vie. Et à un moment, je dois prendre suffisamment de distance avec eux pour les considérer comme des personnages qui ont pris vie, auxquels je crois suffisamment pour être attentif à eux, pour les suivre, pour les admirer éventuellement, pour qu'ils me chagrinent, pour qu'ils me déçoivent, pour qu'ils me surprennent. Et ce boulot-là qui est passionnant fait que qu'on se retrouve confronté à une altérité alors que c'est nous-mêmes qui écrivons, quoi. Et que ça rend schizophrène, enfin je crois, j'espère, parce que alors ça a été très singulier avec Instinct parce que c'est avec Instinct que je l'ai découvert. Voilà. J'avais prévu plein de choses dans Instinct et Tim, Flora et Sharif m'ont emmené sur autre chose, de plus en plus au fil des livres, des 3 tomes, et parce que c'était la première fois, ils ont continué d'exister dans ma tête pendant des années après l'écriture, si bien que je pouvais de temps en temps prendre des nouvelles de Tim, Flora et Sharif 6-7 ans après la fin du tome 3. Je vais pas dire de qui je prenais pas, parce que certains n'ont peut-être pas lu, mais il y en a dont je prenais moins de nouvelles, mais il y en a qui meurent quand même. Mais voilà. Et il m'a fallu après, pour les romans suivants, inventer une procédure pour me séparer de mes personnages, parce que sinon il y aurait vraiment eu trop de monde dans la tête. Parce que comme je suivais Tim, Flora et Sharif tout en suivant mes personnages suivants, il y a un moment on se retrouve avec trop de monde. Oui, c'est ce truc qui est unique au roman, je crois, d'inventer des personnages qui vont avoir une existence propre. Et quand je dis c'est unique au roman, c'est-à-dire que c'est pas le cas de la poésie, c'est pas le cas du théâtre, c'est pas le cas du scénario, où à chaque fois ce qu'on crée
ce sont des rôles qui vont être incarnés par des comédiens, par des voilà. Le roman, il faut que le personnage tout entier s'incarne au moment de l'écriture. Et donc j'ai affaire à des personnages qui m'emmènent et qui me résistent. Voilà. Et vous n'avez d'ailleurs jamais été tenté par l'écriture pour le cinéma? Alors pour le cinéma, non. Ou pour le théâtre? Le théâtre, j'aimerais beaucoup. J'ai une fille qui faisait du théâtre pas mal, donc j'étais tenté d'écrire. Et précisément, je me suis rendu compte que j'aimais trop ce moment d'incarnation. C'est la même chose d'ailleurs avec la BD. J'ai fait de la BD, mais dans la BD, quand on écrit un scénario, pour de vrai, le travail d'incarnation, c'est le dessinateur qui le fait. Et j'aime trop ce qui se passe au moment de l'incarnation pour laisser ce plaisir à quelqu'un d'autre. Tant qu'à écrire, autant faire ce qu'on aime, voilà. Ouais. D'accord. Et est-ce que cela a à voir aussi avec le fait que vous n'avez pas tout de suite écrit vos romans à la première personne? Enfin, certains sont écrits à la première personne, pas tous. Et voilà, est-ce que ça a quelque chose à voir? Et si oui, comment l'écriture est venue? Parce que il y a U4. C'est le premier qui est écrit à la première personne. Hein, avec une narratrice. Et le copain de la fille du tueur, ou Lille, enfin parmi ceux dont on a prévu de parler ce soir, sont écrits à la première personne, les autres non. Alors, ma pente naturelle, c'est d'écrire à la troisième personne, précisément pour garder cette distance avec les personnages. Et d'écrire au passé, précisément pour me dire aussi que l'histoire qu'ils vont me raconter, ils la connaissent avant moi. Mais pour U4, il a fallu écrire au présent et à la première personne parce qu'on s'était mis d'accord avec mes 3 petits camarades. U4, c'est un projet particulier puisqu'on l'a écrit 4 auteurs, 4 romans qui sont sortis le même jour et où notre personnage principal est un personnage secondaire dans les 3 autres romans. Donc là, il fallait se donner une règle commune. Eux avaient l'habitude d'écrire à la première personne, donc j'ai cédé. Ça a été très compliqué au début. Je pense que ça a été plus facile du fait que j'avais un personnage principal qui était féminin, donc que je pouvais pas me prendre pour elle. Voilà. Mais oui, ma pente naturelle est quand même la troisième personne. Là, je suis en train de réfléchir à un nouveau projet. Il faudrait qu'il soit écrit à la première personne, mais ça me coûte un peu. Donc, je suis en train de négocier des trucs pour trouver un moyen de le faire quand même à la troisième personne. Je trouve ça d'abord, plus romanesque et plus facile et moins... plus américain, j'ai envie de dire, dans la distance qu'on a avec ces personnages. Le but, c'est quand même que le lecteur ou la lectrice rentre en amitié avec mes personnages. Moi, il faut donc que j'ai la même distance d'amitié avec eux, qui n'est pas une distance d'identification, mais d'amitié. Et pour être dans cette distance d'amitié-là, il faut ne pas me prendre pour eux, ni eux pour moi. Ouais. Je peux peut-être citer tout de suite le nom des 3 autres écrivains qui ont participé à l'aventure U4, Florence Hinkel, Yves Grevet et Carole Trébor. Oui. Alors, justement, c'est intéressant de voir comment vous écrivez. Et vous dites souvent que écrire, c'est une aventure collective. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous mettez derrière cette expression? Parce que vous écrivez seul. Enfin bon, là c'est différent dans le cas de U4, mais tous vos autres livres ne sont signés que de votre nom. Alors pourquoi parlez-vous d'une œuvre collective? Alors, d'abord parce que la littérature en soi, c'est une œuvre collective. C'est une œuvre où l'auteur ou l'autrice font leur boulot et le lecteur et la lectrice font leur boulot. Ce qui est essentiel, c'est que pour que survienne de la littérature, il faut les deux. Puisque la littérature, c'est ce qui survient
entre deux personnes par le truchement d'un livre. Ça, c'est une première chose, c'est qu'on fait pas œuvre seule. Et puis, il y a ce lien très particulier que moi j'entretiens avec mes éditeurs. C'est-à-dire que depuis le début, c'est des éditeurs qui m'ont mis en chemin, des éditrices en l'occurrence. Depuis le début, on m'a signé des contrats avant que j'ai écrit des livres. On m'a signé des contrats sur la foi de 20 pages, de 50 pages ou d'un synopsis auquel personne ne croit, puisqu'on ne sait pas encore où les personnages vont nous emmener, mais on fait un synopsis et puis on fait semblant de croire tous. Et je suis convaincu que je ne ferais pas le même livre si c'était avec un autre éditeur et une autre maison. Voilà. C'est parce qu'on est nourri d'une littérature commune, c'est parce qu'on est nourri de conditions communes, c'est très concrètement parce qu'on écrit dans un contexte industriel, parce que j'ai des éditeurs qui me payent des avaloirs qui me permettent de prendre mon temps. Très sincèrement, allez, on va prendre les grands exemples. Dostoïevski a écrit un seul livre dans l'urgence, Crime et Châtiment, parce qu'il était fauché, il avait des dettes de jeu gigantesques, etc. Pour moi, c'est son meilleur. Et je pense que écrire l'histoire d'un étudiant fauché qui assassine son usurière quand on est soi-même fauché et que il faut écrire un livre pour rembourser ses dettes, il y a quelque chose d'une perfection qui s'est retrouvée là. Mais lui écrivait dans des lettres à des amis: si j'avais eu plus de temps pour écrire Crime et Châtiment, quel roman j'aurais fait. Voilà. Quand lui écrit ça, moi je peux très modestement, à mon niveau, me dire mes conditions d'écriture, les conditions industrielles de la production d'un roman en 6 mois, en 18 mois, en 3 ans, selon le temps que réclame l'histoire, sont essentielles. Sur Nous sommes l'étincelle, vous avez un monsieur là derrière, avec qui j'ai travaillé pendant 18 mois. Je crois qu'on a discuté au moins 5 jours par semaine, pendant 18 mois. De ce bouquin. Alors parfois c'était une discussion de 2 minutes, parfois c'était une discussion de 3 heures, mais voilà. Pour écrire L'île, qui est un livre que j'ai fait en feuilleton, donc en publiant un chapitre par jour pendant tout le confinement, j'avais un éditeur, une éditrice, puisque moi j'écrivais toute la journée, entre 12 et 14 heures par jour pour pouvoir faire ça. J'avais mes éditeurs et éditrices, forcément, eux, ils travaillaient la nuit pour qu'on puisse publier le lendemain. Donc, ces aventures collectives-là, ça imprègne l'écriture, ça donne à l'écriture soit un temps de maturation nécessaire, soit une urgence nécessaire, qui fait qu'on n'écrit pas pareil. Et donc, pour moi, on arrive toujours à quelque chose de collectif, jusque dans des détails. Tous mes lecteurs commencent U4 avec ce visage en tête, qui n'est pas le visage que moi j'avais quand j'ai écrit. Mais il reste que la lecture, donc le moment où ça devient littérature, est nourri de ça. Donc, que c'est une aventure collective, je dois faire avec. Alors, il se trouve, je m'entends bien avec mes éditeurs, donc on a pu discuter la photo de départ par rapport à ce visage final. Je peux vous dire qu'il y a eu du Photoshop, quoi, mais il reste que c'est pas elle que moi j'avais en tête, et que la lecture, elle est nourrie par tout ça, que je ne peux pas ignorer. Et qu'on écrit pour faire naître des images dans la tête de chaque lecteur, et que tout ça va y contribuer, ou va embarrasser, ou va, voilà. Et j'ai l'impression que ça va aussi, la conviction en plus que l'impression que ça va au-delà de vos éditeurs, parce que je reste sur la même citation, c'est dans les remerciements du tome 2 de Réseau, notre de vos livres publiés en 2 volumes.
il reste donc, oui, vous parlez d'œuvres collectives qui s'appuient sur le travail d'une dream team. Oui. Et donc, il y a vos éditeurs, il y a votre famille, Oui. aussi, les miens, comme Oui. vous dites, à chaque fois que vous les remerciez. Et vous y avez fait allusion tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de l'écriture d'un livre qui était, enfin, à partir d'une histoire que vous racontiez à votre Oui. fils. Donc ça va plus loin que mes les enfants éditeurs. sont les premières personnes pour qui j'écris, sont mes premiers lecteurs, sont devenus d'excellents lecteurs depuis la Confrérie des âmes, ont cette capacité à lire 4 ou 5 versions d'un roman. Donc ont appris à ce truc très particulier qui est normalement réservé aux éditeurs, c'est-à-dire de lire un texte qui n'est pas encore fini et qui est susceptible de changer. Donc d'apprendre aussi à y repérer non pas ce que eux voudraient voir changer, mais ce qu'il faudrait y changer, ce qui est différent. Tous, un jour ou l'autre, m'ont dit à ta place, je ferai ça. Et tous ont pris en revers long de la ligne, tu n'es pas à ma place, donc si tu veux le faire, fais-le. Mais moi, je te demande sur mon livre, qu'est-ce que voilà. Et ils l'ont appris. Et puis, ma femme aussi lit mon travail et vit avec un écrivain, ce qui est pas facile. Et j'ai eu la chance au fil des années d'avoir aussi quelques amis, collègues qui me lisent en cours de route quand je suis dans une impasse. Voilà. Vous les sollicitez Oui, on discute. En fait, on discute. On a des groupes de discussion. On discute un peu aussi bien quand on est. Il y a 2 autrices actuellement qui lisent mes chapitres quand j'en suis content pour être sûr que j'ai raison d'être content, et quand je suis bloqué pour savoir pourquoi ça bloque. Voilà, il y a. La littérature jeunesse, c'est un truc particulier, et notamment le young adult. Moi, quand j'ai publié Instinct, chez Nathan, chez l'éditeur, il y avait 2 titres de young adult. C'était le 3e titre. Aujourd'hui, je sais pas combien il y en a à Montreuil, mais voilà, 300, 400 dans les rayons de Nathan. Et en fait, on a le sentiment, je crois, avec un certain nombre d'auteurs et d'autrices, de construire un corpus commun, de constituer petit à petit une littérature jeune adulte en français. Et quand un copain réussit vraiment un bouquin, on est content. D'une part, on est content parce qu'on est content pour nos lecteurs, on est content pour lui ou pour elle. Mais même quand on l'aime moins, on est content que le bouquin soit réussi, parce que c'est quelque chose qui assoit une littérature aussi. Donc, il y a un truc assez joyeux et collectif qui fait que, effectivement, moi, je suis dans les remerciements d'une dizaine de collègues, et inversement, parce qu'on se lie entre nous, on se file un coup de main, voilà. Et j'adore ça, cette impression de constituer quelque chose ensemble. Et peut-être que c'est lié au moment où j'ai commencé à écrire, où il y avait un young adulte, un jeune adulte qui n'était pas encore constitué, et où en 10 ans, quand je vois Instinct, c'est sorti en 2011, quoi. Oui. On est en 2022. Quand je vois l'ampleur que ça a pris, c'est très impressionnant, ouais. Mais alors, il y a aussi, vous l'avez un peu mentionné, mais on peut s'y attarder aussi dans cette dimension collective, les lecteurs. Alors bon, c'est vrai pour L'Île, parce que L'Île a été écrit, comme vous l'avez dit, sous forme de feuilleton. Alors il faut peut-être dire comment ça a été écrit. C'est pendant le premier confinement. En mars 2020. Vous aviez un peu
peut-être commencé avant l'idée de ce livre, mais ça c'est vraiment cette aventure collective a pris corps pendant le premier confinement. Donc, en fait, là, les lecteurs ont eu un rôle très... Ah oui, ils ont eu un rôle essentiel. Voilà. Ils ont eu un rôle essentiel. En fait, moi, j'étais allé pendant 2 mois sur l'île d'Aix, de janvier à mars 2019, pour écrire un bouquin qui s'appellerait L'île, dont on avait discuté au Montreuil précédent. J'avais une résidence d'écriture, j'étais dans le sémaphore avec ma femme et ma fille, la petite dernière. Et voilà, on a vécu sur l'île au rythme des marées. Et moi, j'ai mené mon enquête pour savoir si l'île était coupée du monde, comment elle survivrait. Et j'avais commencé d'écrire et ça se passait plutôt pas mal. Et puis j'ai quitté l'île et plus une ligne ne venait. J'étais déçu de tout. Donc je me suis dit, ça va être un de ces très nombreux débuts de romans qui restent dans mon ordinateur et qui ne trouvent pas de fin. Comme si vous n'aviez plus d'inspiration. Parce que j'avais quitté l'île et que voilà, ça aurait dû s'écrire là-dessus. Donc il aurait fallu plus de résidence d'écriture. Je pouvais pas négocier de revenir. Donc voilà, avec Xavier, on s'était dit on va faire un autre bouquin et j'avais écrit comme des sauvages, voilà. Et au premier soir du confinement, donc le mardi soir, je me dis c'est pas possible quand même, on est coincés là tous chacun. Je pense à tout ce qui se passe en termes de lecture dans les collèges, les lycées, avec ce quart d'heure lecture proposé à tous. Et je me dis, faut vraiment qu'on propose un quart d'heure lecture chaque jour. Et on se retrouve comme mes gamins sur l'île confinés. Donc j'étais plus sur l'île, mais on était chacun une île, quoi. Donc je me suis dit, essayons de le relancer. À ce moment-là, j'avais écrit sur l'île à peu près un tiers du roman. Donc je me dis, c'est bon, j'ai de l'avance. J'appelle Xavier le mercredi matin. Je lui dis, si on lançait un feuilleton avec un chapitre par jour pendant tout le confinement, il me dit banco. Le vendredi, on pouvait mettre en ligne le premier chapitre. La presse était prévenue. Si bien que le premier dimanche, il y avait 9000 lecteurs devant l'île. Donc ça, c'est ce truc merveilleux de travailler de façon artisanale dans des gros groupes d'édition qui ont à la fois la souplesse de se lancer sur un projet sans voir la suite et en même temps une certaine force de frappe, quoi. Ce serait un porte-avions qui manœuvre vite. Donc là-dessus, voilà, on se lance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le lundi ou le mardi, je réalise très vite qu'en fait, un feuilleton, ça s'écrit pas comme un roman. Et donc, je croyais avoir 3 semaines d'avance, et qu'en fait, j'avais 48 heures d'avance, et que il a fallu beaucoup travailler, très vite. Assez vite, on a institué que le dimanche, on publiait pas. Ensuite, on a décidé que le samedi, c'était chômé aussi. Et c'était ça s'est compliqué d'autant que mes filles ont enregistré une version audio pour en faire un livre audio qui a été diffusé par la filiale audio de PKJ. Parce qu'elles avaient, j'ai une fille musicienne, donc elles avaient des micros chez nous, de quoi créer des ambiances sonores, etc. Et donc, il fallait qu'elle l'ait au moins 24 heures avant pour pouvoir enregistrer le truc. Et donc, il a fallu regagner un peu de temps. Voilà. Donc, ça a été une aventure assez incroyable là, parce que, en fait, on était épuisés physiquement. Vraiment, moi, je me suis retrouvé à écrire 500 pages en 2 mois, ce qui normalement me prend 16 à 18 mois. Donc, on était vraiment tous rincés, aussi bien les éditeurs, éditrices que moi, mais on a reçu pendant toute la publication des signes d'enthousiasme, d'une certaine importance de ce qu'on était en train de faire. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était essentiel pour eux, qu'ils n'arrivaient pas à lire. Beaucoup de gens se sont retrouvés en panne de lecture pendant ce confinement, comme si
la littérature déjà écrite était impuissante à expliciter ce qui était parfaitement neuf, mais qu'en revanche, ils pouvaient lire un truc en train de se faire. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était important, il y a des liens qui se sont créés. On se retrouvait tous les soirs au moment de la publication sur ma page Facebook, et certains soirs, il y avait 200 personnes qui discutaient ensemble, des habitudes qui se sont prises, des gens qui ont échangé. On se retrouve un truc super bizarre ou quelqu'un qu'on n'a jamais croisé. Ça fait 3 soirs de suite qu'il n'intervient pas sur le chapitre, donc on lui met un petit message, et puis on apprend qu'il a le Covid et que ça va pas bien, et on se met à prendre des nouvelles de santé de quelqu'un qu'on connaît pas, juste parce qu'on est lié par ce qu'on est en train de fabriquer, quoi. Et à un moment, on est vraiment crevé, mais on se dit, je ne peux pas m'arrêter parce que il y a XXX des noms, des visages parfois, mais parfois des purs inconnus qui me disent que c'est important. Donc, j'ai envie de dire, c'est la seule fois où j'ai fait du spectacle vivant, quoi. C'était des fois t'es pas à ton top, mais tu y vas parce que la salle est pleine, quoi. Et j'ai vraiment vécu ça comme ça. Donc je voulais mentionner, il y a un certain nombre de lecteurs qui sont mentionnés dans les remerciements, qui sont ceux qui ont été là le plus souvent sur la page Facebook tout du long, qui ont été d'une fidélité qui a fait que moi j'ai pu être fidèle aussi, ouais. Mais ils ont pu influer d'une certaine façon pas sur le cours de cette histoire de si... Ils ont bien essayé, ils ont essayé de sauver certaines personnes, de dire oh non, celui-là il peut pas mourir, non mais ça en revanche non, c'était non, parce que mais ni dans le rythme de alors dans le rythme des chapitres, dans le rythme forcément, parce que ça n'est pas la même chose d'écrire en sachant qu'il va y avoir 4000 personnes qui vont vous lire ensemble. C'est ce truc très singulier que je retrouverai jamais, même avec des livres que j'ai vraiment beaucoup vendus. Là, on se retrouvait avec une lecture contrainte, c'est-à-dire il y avait un chapitre par soir. Et je pouvais décider du rythme de lecture de chacun de mes lecteurs. Ce qui est très singulier, puisque quand je publie un roman, certaines personnes le lisent en 4 heures, c'est les trop gros lecteurs, certains en 4 jours, d'autres en 4 semaines, parfois en 4 mois. Je n'en sais rien, et je peux pas décider s'ils vont être interrompus par un coup de fil, par une soirée. Là, quelque part, c'est là où je rapproche ça du spectacle vivant, c'est que je pouvais dicter le rythme de lecture, et que je leur avais promis au début un quart d'heure de lecture par soir. Donc je me suis retrouvé avec des chapitres qui avaient à peu près tous, grosso modo, la même taille, même si après pour le livre papier, j'en ai recoupé certains, parce que je pense que sur une lecture au long cours, il y a besoin de breaks, de breaks comme en musique, de moments où ça coupe et où ça repart. Mais c'était un truc aussi très singulier pour ça, c'est que tout le monde lisait en même temps et que je pouvais les laisser en suspens de façon géniale, quoi. À la fin d'un chapitre, normalement certains lecteurs auraient dû s'arrêter là, alors que d'autres se seraient précipités sur le suivant. Ils avaient pas le choix, quoi. Des vrais cliffhangers avec une vraie suspension, ouais. Et c'était devenu un peu la spécialité. Il y a eu un petit jeu à un moment sur des lecteurs et des lectrices avaient remarqué que le vendredi je tuais des gens. Ce qui n'était pas volontaire du tout, mais je pense que c'était le rythme de la narration. Donc c'est devenu le Bloody Friday et j'avais des lecteurs le jeudi qui me... On a très peur pour le Bloody Friday, forcément, ça me titillait un peu. Donc ça a pu jouer. Voilà. Oui, donc la réception de ce livre, elle a été assez différente selon qu'on l'a lu. Sa parution en feuilleton et de la parution en un seul volume, parce que c'est une histoire d'enfermement d'une bande de 6 jeunes sur une île, alors que c'est le chaos partout ailleurs. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas quelle est la menace. Ils sont pris par un mal mystérieux qui s'appelle la moque.
et qui les conduit à s'entretuer en réalité. Donc bon, c'est assez. J'imagine que on ne le reçoit pas tout à fait de la même façon. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on le reçoit pas de la même façon selon qu'on l'a lu chapitre par chapitre ou au long cours. C'est sûr que moi je l'aurais pas écrit de cette façon-là si je l'avais pas d'abord écrit en feuilleton. Donc oui, c'est un bouquin qui est vraiment lié à un contexte, mais j'aime bien ça. J'aime bien que l'île soit très singulière, que U4 soit très singulier aussi, parce que ça a été écrit à 4 auteurs. Après, ça me donne un sentiment un peu curieux sur ces livres-là, c'est que je sais pas du tout ce qu'ils valent. Parce qu'en général, quand j'écris un bouquin, je le reprends à la fin. J'ai envie de dire, aux 2/3 de l'écriture du roman, je comprends enfin quelle histoire je suis en train de raconter. Parce que ça y est, mes personnages me l'ont dit. Et donc, je reprends tout le début, etc. Aussi bien sur l'île, pour des raisons de feuilleton, que sur U4, pour des raisons que si je reprenais le début, tous mes collègues étaient obligés de changer leur bouquin et qu'ils n'étaient pas d'accord. Je n'ai pas pu les reprendre à la fin, donc je sais pas exactement ce que valent ces livres. Je sais pas exactement ce qu'ils ont dans le ventre, et voilà. Après, c'est au lecteur de faire le boulot. Oui, exactement. En tout cas, la lecture de U4 est une expérience très, très singulière aussi, puisque voilà, on lit une histoire. D'épidémie. Alors oui, je ne pensais. Enfin, il y a aussi cet aspect, ouais. Mais c'est écrit par 4. Enfin, vous avez dit tout à l'heure comment vous l'aviez fait. Donc, ce sont les mêmes personnages, mais voilà, créés par 4. Et il faut voir notre personnage sous la plume des autres, ce qui est compliqué hein. De prêter son personnage à d'autres et de se dire il a rien compris, mais pour autant peut-être qu'il n'a pas rien compris, peut-être que juste Stéphane, c'est ce que j'en dis, mais c'est aussi ce qu'en disent Florence, Yves et Carole, et que on est à la fois ce qu'on pense être nous, mais aussi ce que les autres disent de nous et ce que les autres voient de nous. On est aussi un être social, et que Steph, elle est aussi juste dans les autres romans, même si parfois ces autres romans, sur certains points, m'ont agacé au moment où ils écrivaient sur Stéphane. Ouais. En tout cas, personnellement, j'en ai retiré une expérience très particulière, enfin pour Stéphane en tout cas. J'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo. En réalité, je ne sais pas, ça tient à la façon dont le récit est conduit, selon moi, enfin à l'action telle qu'elle se déroule. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est peut-être un peu orienté parce que c'est l'histoire donc d'une contagion qui tue presque tout le monde, sauf les adolescents entre 15 et 18 ans. Ouais. Voilà, 15 et 18 ans. Et puis quelques adultes qui sont là, mais qui militarisent la société, vraiment dans des conditions qui sont assez effrayantes. Et puis, voilà, l'histoire commence, enfin, chacune des histoires commence à la même date avec l'idée alors ils sont tous experts dans un jeu vidéo qui s'appelle Warrior of Times, et ça commence le 1er novembre, et le rendez-vous est à Paris le 25 décembre. Voilà, donc, et en tout cas dans Stéphane, on a à partir d'un certain moment, et bon, j'ai compris en parlant avec vous que c'est le moment à partir duquel vous devez rejoindre l'écrivain dont vous partagez un des personnages principaux. Alors, c'est Yanis dans le livre, pour ceux qui l'ont lu. Et là, oui, on a l'impression, parce que l'action, voilà, il quitte Lyon, d'être dans un jeu vidéo. Mais ce que je voulais, parce que je vois que l'heure tourne et on a encore beaucoup de choses à dire, enfin, ça me permet de dire, à partir de U4, mais dans l'instinct, on l'a senti quand vous l'avez lu tout à l'heure, et on pourrait le dire aussi pour Nous sommes l'étincelle. Il y a deux choses qui sont très très importantes dans votre manière d'écrire des romans, ce sont les lieux, parce que c'est toujours extrêmement situé. Et je dirais que c'est peut-être parce que vos romans ne sont pas vraiment descriptifs, hein, au sens où on peut l'entendre dans d'autres, enfin, de la part d'autres écrivains, mais
voilà, s'il y a des descriptions, voilà, ce sont les lieux, la géographie dans laquelle vous nous embarquez. Et puis après, on parlera des personnages. Donc, vous pouvez nous. Alors, dans Instinct, ça se passe sur plusieurs continents. Enfin, en tout cas, entre l'Amérique et l'Europe, parce que c'est l'histoire c'est le récit d'une métamorphose d'adolescents ou d'adultes aussi qui se métamorphosent en animaux. Alors les trois personnages principaux, on les a cités tout à l'heure. Tim se métamorphose en ours, grizzly, Flora en chatte et Sharif en homard, et avec des durées de métamorphose qui sont Alors il y a une référence explicite à la métamorphose de Kafka dans le livre, mais bon, c'est pas des récits de métamorphose, il y en a beaucoup, mais ça donne lieu évidemment à une sorte de thriller, parce que Tim, le personnage il y a ces trois personnages principaux, mais celui qui entre en scène en premier, c'est Timothy Blackhills, qui est américain, et il est emmené par un psychologue, enfin un psychiatre, dans un institut qu'il a créé dans les Alpes. Voilà. Et donc là, c'est parce qu'ensuite toute l'action, il y a ceux qui se métamorphosent, et sont les gentils métamorphosés, et puis les méchants métamorphosés. Et il y a une guerre entre eux, une vraie guerre, finalement. Voilà, donc beaucoup de péripéties. Vraiment, c'est un livre très prenant, et c'est passionnant. Enfin, pour les lieux, là, on est vraiment embarqué dans un voyage. Je ne sais pas comment vous réussissez à faire ça, mais en tout cas, on le retrouve dans beaucoup on le disait pour l'île d'Aix, et en même temps, si on connaît les lieux, c'est mon cas pour l'île d'Aix, en même temps on a beaucoup de mal à se situer. Alors, vous expliquez, je crois, à la fin que vous avez brouillé les pistes aussi, en changeant les noms, les situations. Mais bon, et pour les Alpes, c'est un peu pareil, parce que si on essaie, on se dit, tiens, ça doit être là, j'ai été à cet endroit, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, je décale quand voilà. Et vous pouvez nous dire justement l'importance Alors pour moi, situer, j'ai écrit Instinct quand je vivais dans les Alpes du Nord. J'ai écrit L'île après un séjour sur l'île d'Aix. J'ai écrit Comme des sauvages qui se passe en Ardèche au moment où je suis arrivé en Ardèche. J'ai écrit Le copain de la fille du tueur qui se passe dans un internat en Suisse, et j'ai en face du bord du lac Léman où je vivais. Donc pour moi, le lieu est une chose essentielle. Je pense, je le conceptualisais pas du tout au début, et je pense en fait que c'est le choix essentiel de ma narration. C'est-à-dire que tout part de là. Oui, il y a un moment, je vais décider où ça se passe, et ça va générer beaucoup de choix. Alors ça peut m'obliger à aller sur place. Ça a été le cas pour Stéphane dans U4. À Lyon. Ça se passe à Lyon. C'est une ville que je connais mal, donc j'ai décidé que Stéphane connaissait mal cette ville. Donc j'ai décidé qu'elle venait de s'y installer. Donc j'ai décidé que ses parents étaient séparés pour qu'elle vienne de rejoindre son père. Donc ça a généré plein de choix après dans la vie de Stéphane, que ce soit à Lyon. Et si j'ai décidé que ça se passe à Lyon, c'est parce qu'il y avait un labo P4 à Lyon, qui est l'un des 3 labos P4 qui existent en Europe. Donc un labo où on étudie les virus mortels. Et que c'était essentiel à mon action. Et que ça me mettait dans l'embarras d'écrire sur une ville que je connaissais pas, comme Stéphane était embarrassé de devoir survivre dans une ville qu'elle ne connaissait pas. Donc tout ce qui me crée le même embarras qu'à mes personnages est intéressant. Il fallait qu'elle le connaisse pas, parce que comme je connais pas la ville, je vais beaucoup plus la décrire qu'un endroit familier. Comme je suis allé repérer sur place, je vais raconter ce que j'ai vu. Et quand on passe pour la 8e fois dans une rue, on ne remarque plus la rue. En revanche, c'est la première fois qu'on traverse un quartier, on est attentif à ce à quoi ça ressemble. Donc, il fallait qu'elle soit aussi surprise que moi. Voilà. Je pense que c'est essentiel, parce qu'en fait, j'essaye de faire une littérature, d'écrire des romans qui soient des expériences
utilisables, des expériences concrètes. C'est-à-dire, je pose une hypothèse à chaque roman et j'essaie de me demander qu'est-ce qui se passerait si. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si? Et si possible que pour moi l'écriture et pour mes lecteurs et lectrices la lecture de ce roman soit une expérience de plus dans notre vie, mais une expérience concrète, utilisable, utile. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une spéculation politique, et ce qui veut dire que le danger, ce serait le hors-sol, le théorique. Donc, en m'obligeant à me mettre dans un lieu, en m'obligeant à m'infliger une météo, c'est-à-dire que je décide toujours, c'est la météo de telle année, et je regarde le matin, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau? Parce que je considère que les romans où il pleut juste le jour où ça fait une belle scène d'amour, parce que un baiser sous la pluie c'est quand même classe, ou juste une scène de deuil parce que quand la pluie et les larmes se mêlent sur les joues de l'héroïne c'est magnifique, je n'y crois pas. Et que la première question qu'on se pose chacun tous les matins, c'est quel temps il fait pour savoir comment on va s'habiller. Et donc il faut que ce soit une question qui se pose à mes personnages. Donc, je suis dans un lieu, j'ai des saisons, il y a un impact de ces saisons sur le lieu. Il faut que ça transforme la vie de mes personnages, que ça la complique ou que ça la facilite, que ça l'embellisse ou que voilà. Mais il faut que ça joue. Et tous ces éléments de réel là, aussi bien la végétation, les animaux, le temps qu'il fait, etc. Tous ces éléments de réel là, quand ils rentrent dans mon roman, il donne une chance à mon roman de rendre compte du réel. Mais il faut d'abord que le réel complique ma tâche pour qu'après, ma tâche ait une chance de rendre compte du réel. Voilà. Donc, là, je suis en train d'écrire un roman qui se passe dans les Balkans. Je vais aller sur les lieux du roman. J'ai déjà écrit un certain nombre de scènes, dont une scène de fusillade, dans un lieu où je ne sais pas s'il y a des arbres. Et quand je vais aller sur place, je vais voir s'il y a des arbres, et s'il y a des arbres, ça va compliquer la scène de fusillade. Mais comme dans la vie, une fusillade est plus compliquée en espace naturel parce qu'il y a des arbres qui dérangent. Et donc, si je suis obligé de réécrire cette scène-là en fonction de ça, elle sonnera plus juste. Et si il y a un accident qui survient parce que le décor et pas celui que j'avais imaginé, ça cesse d'être un décor et ça devient un lieu habité par les personnages. Et voilà. Je sais pas si je suis clair là. Si, tout à fait. Oui. Et dans Nous sommes l'étincelle, alors c'est encore... c'est vrai aussi, mais là, il y a une pluralité de lieux. Oui. Ça se passe à Paris. Bon, la temporalité, c'est un roman qui se passe. C'est le récit d'une utopie, en réalité, qui échoue, mais partiellement, mais qui se passe en 2025, en 2042, je crois, et 2061, et dans des lieux qui sont Paris, une grande la plupart du temps dans une grande forêt en Dordogne, et à Grenoble aussi, à Montpellier. Voilà. Donc là, on a... là, on a des lieux divers, des lieux plus nombreux parce que le récit se déroule sur 35 ans et il me fallait extrapoler. C'est des décors qui sont des extrapolations à partir d'abord d'un article d'un géographe. Il se trouve que j'ai essayé d'écrire des romans et je n'arrivais pas à les écrire. Et Xavier m'a envoyé un jour, on travaillait pas encore, mais on avait discuté un an avant à Quai du Polar à Lyon, c'était bien entendu. On aimait la même littérature et le même whisky. Soyons honnêtes. Et il m'a envoyé un article d'un géographe publié dans l'IB où il expliquait à quoi ressemblerait la France en 2050 si on passait, si le véganisme devenait la loi. Et cet article évoquait un certain nombre de disparitions de pâtures
et donc l'extension des zones forestières et notamment la constitution d'une grande forêt, probablement au centre de la France. Il se trouve que moi j'avais 2 débuts de romans qui n'arrivaient pas à aboutir, donc aller rejoindre la longue liste de mes débuts de romans, et que je me suis dit, en revanche, si les personnages de ces 2 débuts de romans se retrouvent quelque part, il va se percuter là des destins qui devaient pas se rencontrer, donc ça crée quelque chose d'intéressant. Et que j'avais tout d'un coup un décor, cette forêt, pour les faire se rencontrer. Donc c'est ça qui a déclenché le truc. Donc j'ai appelé Xavier, je lui ai dit on fait un roman ensemble, et voilà, c'est parti comme ça. Le truc, c'est que comme c'est un roman qui se déroule sur 35 ans, il fallait que j'extrapole aussi les autres lieux. Donc la forêt, c'était facile. Sur les villes, c'était plus compliqué parce que il y a toujours un aspect purement technique. Où est-ce qu'on en sera en termes de véhicules, de voiries, de construction immobilière, etc. dans ces lieux-là? Je ne pouvais que le supposer en partant de choses actuelles et en regardant ce qui se fait. Donc voilà, j'ai fait une cité étudiante en container parce que on a commencé d'en faire, il y en a une actuellement au Havre. Je me suis dit, si le pétrole devient un problème, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces caisses, puisque les porte-containers seront inutiles, on va en faire des campus, quoi. Donc voilà, après on est sur des extrapolations, des essais de trucs, mais en l'occurrence, c'est toujours un peu, c'est le roman qui va le plus loin dans l'anticipation. Nous sommes l'étincelle. En général, j'anticipe à 5 ans, donc j'ai pas de problème technique. Là, ça allait plus loin, et en général, j'essaye d'aller sur les lieux que je raconte. Donc là, dans Nous sommes l'étincelle, il y a beaucoup de lieux que je connais. J'ai été invité à en parler à l'université Stendhal, que je transforme en campus dystopique. C'est assez rigolo d'en parler avec les profs de littérature. Ils avaient l'air de pas être surpris. L'abbaye en Dordogne, je sais très précisément laquelle c'est, etc. Donc il y a comme ça des choses. Mais voilà, tout bêtement, j'ai des personnages qui rentrent dans la forêt, qui n'en sont pas familiers et qui vont apprendre à la connaître. Moi, je connaissais pas les essences d'arbres, je savais pas les reconnaître avant d'écrire ce roman, et donc j'ai appris en même temps qu'eux. Comme si les personnages, finalement, vous guidaient. Il y a un moment, il faut, et je pense que le fait d'apprendre à connaître, c'est aussi ce qu'ils vivent. Et encore une fois, tout ce que peut me faire vivre le roman et qui me rapproche de mes personnages, c'est intéressant. Voilà. Alors j'ai l'impression que vous parlez de vous rapprocher de vos personnages, il y a quelque chose qui doit vous rapprocher d'eux, enfin de certains d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, c'est le goût pour la littérature, parce qu'il y a beaucoup de références littéraires. Par exemple, dans le livre, un des personnages, c'est pas un des personnages de la bande, mais elle en est tout proche, la petite Blanche, qui a une dizaine d'années, est une lectrice impressionnante. Alors elle cite les psaumes, c'est dans Instinct, le personnage de Sharif, qui parce qu'il y a aussi souvent des bibliothèques dans vos romans, fréquente la bibliothèque de l'institut où ils sont enfermés. Et il cite à tout bout de champ aussi bien Démocrite que Kafka ou il éclate Sharif, il a beaucoup plus lu que moi. Voilà, donc enfin c'est quand même vous qui écrivez tout cela, donc il y a un nombre enfin, je trouve ça d'ailleurs très très intéressant, de références. Baudelaire aussi souvent cité dans Nous sommes l'étincelle. Enfin, d'ailleurs vous devez avoir le goût pour recueillement, parce que c'est le poème de Baudelaire, Sois sage ou ma douleur, qui revient à plusieurs reprises dans vos livres. Donc c'est assez, ça les rend aussi très quand on est grand lecteur, ça les rend aussi très intéressants. Oui. Alors, d'où vient
enfin, comment vous vous y prenez? Parce que ça suppose un travail considérable. En fait, je lis beaucoup. C'est ce qui nourrit en partie mon... Pardon, juste je vous coupe, mais le narrateur, enfin le personnage du copain de la fille du tueur, Charles Châtelard, est fils du prix Nobel de littérature. Ouais, c'est génial. Gustave, hein, donc voilà, ça aussi. C'est un peu écrasant. Oui. Mais j'ai été tenté d'écrire un poème du prix Nobel de littérature Gustave Châtelard, mais je me suis dit que ce serait très immodeste là. Mais... Enfin, vous utilisez beaucoup son œuvre quand même. Enfin, oui. Selma, l'autre. Oui, Selma l'a lu, oui. L'a lu. Oui. Mais comment dire, de la même façon que le lieu est essentiel, on habite tous, je crois, comme lecteurs, deux lieux qui sont le lieu où on vit et la littérature. Ça m'intéresse que certains de mes personnages l'habitent, ça m'intéresse que d'autres l'habitent pas du tout. Je rencontre un certain nombre de jeunes gens dans des lycées, des collèges, et je tiens toujours à leur dire qu'il y a des très belles vies sans livres. Je crois pas qu'il soit nécessaire d'être lecteur pour être intelligent, pour avoir une intelligence du monde, et ni même pour faire des choix éclairés. Je crois en revanche que le fait de lire éclaire différemment les choix, et ça m'intéresse dans la mesure où je m'adresse à des gens qui ont le choix de lire ou de ne plus lire. Les ados ne sont pas comme les enfants avec des lectures contraintes. J'ai des lecteurs et des lectrices qui font le choix de lire. Donc ça m'intéresse qu'ils croisent de temps en temps des personnages qui font le même choix qu'eux et de voir comment ça les éclaire et éventuellement comment ça les abuse, parce que c'est notamment le cas, je spoil un peu, de Blanche sur l'île. C'est ces lectures qui la font se tromper. Oui. Et voilà, en tout cas, c'est une question que mes lecteurs me renvoient, c'est qu'est-ce que ça change de lire? Donc, il faut que j'ai quelques personnages de lecteurs. Après, j'ai en revanche beaucoup de mal, et ça existe pas mal en littérature jeunesse, avec les bouquins qui expliquent qu'est-ce que la lecture, c'est important. Je comprends qu'on le fasse, mais c'est comme les films qui font la promotion du cinéma, quoi. Ça m'ennuie un petit peu. Et par ailleurs, encore une fois, ça peut être une question intéressante en littérature d'enfance, en littérature ado. C'est pas une question. Ceux qui me lisent sont des lecteurs. Ils ont fait le choix au moins d'en lire un. Et c'est celui-là. Donc si en plus je vais leur dire c'est très bien, tu as fait un bon choix, on crée un petit entre-soi et on se félicite tous d'être là et c'est très sympa, hein, mais c'est voilà. Mais ouais, en revanche, ça m'intéresse et les références m'intéressent aussi parce qu'elles me permettent de dire des choses que je ne peux pas dire moi. Voilà, si je veux pas dire à mes lecteurs voilà ce que tu dois penser, mais je peux dire à mes lecteurs voilà ce qu'un tel en a pensé ou voilà ce qu'un tel en a dit. Et dans Le copain de la fille du tueur, qui est un roman que j'ai écrit en réaction à 50 nuances degrés, vraiment. J'avais passé 2 ans à écrire U4 avec mes petits camarades. Pendant 2 ans, on était dans notre bulle, dans une épidémie, tout ça. Et quand je suis sorti de notre bulle, j'ai vu sur les blogs de mes lecteurs et lectrices, surtout, que le bouquin le plus commenté, référencé, etc., c'était 50 nuances degrés. J'ai pris le pli de le lire. C'était une expérience. Et je me suis dit, ça ne peut pas être le seul discours proposé sur l'amour et la sexualité à des lecteurs ados. Donc je vais faire un contre 50 nuances degrés avec une grande modestie. Je me suis dit, allez, il y aura deux trucs. Voilà.
Non, plus c'est une éducation sentimentale très réussie, je trouve. Et tous les j'ai un livre et tous les passages sur de sexe, parce qu'il y a plusieurs scènes amoureuses et sexuelles, charnelles, sont écrits avec le Cantique des Cantiques. Ouais. Donc j'utilise tout du long le Cantique des Cantiques pour raconter ce qui se passe, qui est un texte infiniment plus ancien et infiniment plus audacieux que ceux qui nous occupent actuellement. Et donc et je suis très content de l'avoir fait parce que ça m'obligeait à garder moi une certaine retenue, mais en même temps à expliciter des choses que je me serais peut-être retenu d'expliciter si c'était pas dans le texte. Donc ça me déplaçait moi et ça me fait marrer parce que j'ai pas mal de copains et copines qui m'ont dit que les meilleures scènes de sexe de toute la littérature jeunesse étaient dans ce roman. Et en fait, c'est pas moi qui les ai écrites, c'est le Cantique des Cantiques. Donc y compris mon éditrice au moment des remerciements, je remerciais, ce texte-là. Il m'a dit, ah, c'était pas de toi? Non, malheureusement, c'était pas de moi. Voilà. Donc, mais on aime se laisser manipuler dans ces cas-là, parce que c'est très... Enfin, d'une certaine façon. Oui, non, mais pas une manipulation perverse, mais non, mais voilà, c'est des. Je pense parfois que nos références, Sois sage ô ma douleur, on n'a rien écrit de mieux pour dire quel lien on a à un moment avec une douleur. Et si on n'a rien écrit de mieux, à quoi bon? Enfin, on peut essayer. J'essaye parfois d'écrire aussi bien. Mais là-dessus, j'ai rien trouvé de mieux à dire, donc autant le citer. Tout à fait, mais c'est très... Et ça donne même envie d'aller relire, moi ça a été mon cas quand j'ai fait, d'aller relire Recueillement, le poème de Baudelaire. Et après, je cite aussi des bouquins qui n'existent pas. Alors justement, j'allais venir, et vous en écrivez, puisque dans Nous sommes l'étincelle, on a, enfin pas seulement, mais bon, là c'est peut-être le plus frappant. On a un texte qui est un manifeste, qui est une utopie. Une utopie, exactement, dont je le citais tout à l'heure, Do Not Count on Us, de Thomas F. Il est anglais, on dit Thomas à l'anglaise, et donc ça ponctue. D'ailleurs, il y a une partie du récit au début qui se déroule, autour de Thomas quand il décide d'écrire cette utopie. Donc là, vous avez... Là, comme la question du roman, c'était de voir comment une utopie s'incarnait, donc cessait d'être utopique. Il fallait écrire l'utopie et ensuite la mettre en œuvre. Donc j'ai écrit l'utopie. Il y a des notes de bas de page d'ailleurs chaque fois qu'elle est citée. Oui, chaque fois qu'elle est citée, il y a l'éditeur, la traduction. J'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à la trouver en librairie, donc j'étais super content. Ça c'est formidable. Oui, ça c'est merveilleux. Oui. Et oui, ça m'intéressait là encore, parce que je commence à être un peu fatigué qu'on dise que mes livres étaient des dystopies, ce que je ne crois pas forcément qu'ils soient. Donc je me suis dit, écrivons une utopie, mais écrivons une utopie comme un roman. Une utopie, c'est forcément un essai, parce que utopie, c'est hors d'un lieu. Un roman, ça a forcément un lieu. Ou alors c'est raté. Un lieu ou plusieurs, mais voilà. Si c'est hors sol, ça n'existe pas. Donc, dès lors que je mets une utopie à l'épreuve du roman, je fais une petite expérience politique qui est de confronter un idéal à du réel. Et ça m'intéresse comme romancier. Et ce qui m'intéressait là, c'est d'avoir vraiment l'énonciation de la pureté de l'idéal. Donc de l'idée première jusqu'à 35 ans après, qu'est-ce qu'il en reste pour les enfants, voire les petits-enfants de ceux qui ont cette idée première. Avec cette question sous-jacente, est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce qu'on s'est trompé en tentant cette affaire-là ? Ou est-ce qu'on a eu raison de l'essayer, sachant que, parce que je suis romancier et que j'écris plutôt des thrillers, je choisis un endroit où l'utopie s'est mal passée.
Je choisis de la raconter à un endroit où l'utopie s'est incarnée dans des difficultés, parce que si tout s'est passé comme dans l'utopie, ce que je crois pas possible, mais si tout s'est bien passé, ben mon lecteur a pas envie de tourner les pages pour savoir s'ils vont survivre et qui sont ces derniers qui sont là. Donc, mais il y a quelque part, il y avait ce truc d'une désincarnation première de l'idée pour ensuite l'incarner dans un roman. Et il fallait désincarner, théoriser, science politisée quelque part le truc avant de le rendre romanesque. D'ailleurs, il y a un personnage qui est très touchant dans ce livre, c'est Laoul, qui est un des protagonistes, enfin, de 2025, enfin, oui. du point du départ. Et voilà, il se livre à des réflexions. J'avais noté ce qui... Enfin, ça vient page 294 du livre. Autrefois, Laoul avait cru que la réponse toujours, l'explication de toute chose était dans les rêves, c'est-à-dire les livres. C'était faux, bien entendu. Les livres ne font que poser l'idée. Ce qui compte, c'est lorsqu'elle s'enflamme, qu'elle brûle, et ce qui compte, au fond, c'est ce qui reste 30 ans plus tard de ces ruines, de ces pages, des lambeaux du rêve. Et en même temps, c'est un très... J'aime beaucoup ce passage et il parle aussi beaucoup de tous vos livres, finalement, de ce que vous essayez de faire. Merci. Comme je vois que l'heure tourne, peut-être accepteriez-vous de nous lire, parce qu'on n'aura pas pu tout embrasser, ni tout épuiser de ce que nous disent, de ce que nous racontent vos livres, mais j'espère que ça vous donnera envie, si vous ne les avez pas déjà lus, de le faire, ou en tout cas ce que vous ne connaîtriez pas. Et peut-être, vous avez évoqué tout à l'heure un roman que vous êtes que vous écrivez en ce moment. Ouais. Vous accepteriez de nous en lire un extrait? Allez, on va lire. Et de nous en parler pour conclure. En parler, je sais pas. Bon, ouais. Non, je vais essayer. Excusez-moi, je l'avais sélectionné et évidemment, je l'ai refermé. C'est moi qui l'ai effacé. Voilà. C'est l'éditeur. Je le dis pour ceux qui ne voient pas Xavier d'Albeda. Avril 2018, très loin de l'Europe, quelque part dans la province de Potosí, Bolivie, Amérique latine, la jungle. Ils étaient entrés dans la forêt ensemble. C'était un lieu magnifique et inquiétant, une fantasmagorie d'ombre et de vert, d'émeraudes striées et enchâssées de noir mat, fougères hautes comme des arbres, arbres dégoulinants de mousses espagnoles, troncs presque pourrissants, gonflés d'eau ou velus. Canevas de branches comme un labyrinthe horizontal, réticulaire, immense, dessiné par un architecte dément où tout serait relié, 100 fois, se rejoindrait au point de s'épouser, de se confondre. La selva. En progressant dans les essaims mouvants de moustiques, on devinait des vies grouillantes ou furtives à chaque étage, chaque strate de l'édifice. Petits mammifères, reptiles, araignées et insectes qui se donnaient la chasse, se cherchaient, se trouvaient, se fuyaient, s'éventraient, se tuaient. Jusqu'aux sauriens et aux anacondas dont les peaux et les écailles froides constituaient les mystères du marais. La terre ferme n'existait pas vraiment. Tantôt marécage, tantôt racines, tantôt trous d'eau, tantôt sable mouvant, dissimulé par des mousses aussi épaisses que des tapis et odorantes comme des vases. Ça suintait, ça bruissait, ça frémissait. C'était une nuit en plein jour, des ténèbres à peine éclairées. Ça, c'est le début du tome 1. Et le début du tome 2, si tout reste comme ça, parce que tout est susceptible de changer, évidemment. 8 avril 2025, monastère d'Agios Stéphanos, les Météores, Grèce. Il existe, c'est entre guillemets, il existe un peuple de chasseuses et de chanteurs, un peuple très ancien qui a longtemps dominé ces montagnes, cette péninsule, et tout le centre de notre continent. Les Ifs. Les fils et filles de l'air, comme ils s'appelaient, la race. Ce peuple est si ancien qu'on en perd les origines. Ils se disent les fils de l'air, et se croient les descendants des arbres. Ils ont toujours vécu dans les forêts. Je dis un peuple, mais c'est inexact. Ils ne sont pas humains.
Ils étaient là déjà quand les premiers humains néandertaliens carnivores ont commencé à coloniser l'Europe en arrivant par la Turquie, en pénétrant les Balkans. Je suppose qu'alors les Ifs vivaient dans les forêts du Nord en pleine période glaciaire et qu'ils vivaient de la chasse des rennes, mais je l'ignore. Nous n'en avons aucun récit. Et j'ignore quel contact Néandertal a eu avec les fils de l'air alors. Donc vous voyez, c'est deux ambiances très différentes. Et le projet, c'est d'arriver à raconter une histoire millénaire en la racontant sur 3 semaines. Voilà. J'avais prévu de raconter l'histoire millénaire. On était parti pour 6 tomes de 500 000 signes. Et à un moment, on s'est dit peut-être qu'il faudrait suivre un personnage plutôt que de tout vouloir embrasser et donc de rien embrasser bien. Donc je suis un personnage qui a 14 ans, s'appelle Natacha et découvre tout d'un coup l'existence de ce qu'elle avait toujours cru être des légendes racontées par son père et qui d'un coup devient réel. Voilà. Donc on verra si c'est réussi ou pas. T'as vu, j'en ai pas trop dit, ça va ? Bon, merci Vincent Vimino, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que ça vous aura permis de mieux entrer dans cette littérature si intéressante ou sinon d'avoir envie d'y entrer si vous n'avez pas encore lu ces livres. Et maintenant, c'est le temps des questions. Oui, voilà, si vous avez des questions. J'en ai une. Oui. Par rapport à l'Hôtel des Frissons, Oui. qui est une première lecture. Pas eu le temps d'en parler. Roman court. Alors que personnellement, j'aime beaucoup lire. Oui. Merci. Voilà. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée de cet exercice très particulier de première lecture. Donc, un roman court où il faut vite planter le décor, présenter les personnages. Et c'est particulièrement réussi dans chaque tome. Donc, merci. Alors là, c'est vraiment né de ma petite dernière qui a 8 ans de moins que les aînés. 8 ans de moins que la troisième. J'en ai 4. Et qui était donc la seule à pas lire des romans pour ados. Il n'était pas question qu'elle lise certains de mes romans avant quelques années. Et qui râlait et qui m'a dit un jour écris-moi un livre pour moi. Voilà. Alors ça faisait très longtemps que j'avais plus écrit de texte pour les enfants puisque ça faisait je crois 8 ans, 9 ans que j'écrivais plus que pour les ados et les jeunes adultes. Ça m'a demandé un effort considérable parce que quand j'écris pour les ados je n'amende en rien la langue que j'utiliserai pour des adultes. J'écris, voilà, c'est mes personnages qui changent, ils ont un point de vue neuf sur une situation, mais l'écriture et la langue j'ai envie de dire, c'est la mienne. Sur l'Hôtel des Frissons, ça n'est pas la mienne, c'est la mienne à destination d'enfants qui pourraient être embarrassés par certains vocabulaires et voilà. Et donc, ça demande beaucoup de boulot. Et en fait, ça s'est facilité au cours des tomes parce que c'est du roman illustré. Là aussi, j'avais perdu l'habitude. Et que avoir quelqu'un dont on sait ce qu'elle, en l'occurrence Joël Dredomy, va faire de mes personnages, d'une part m'excitait un petit peu puisque j'essayais de créer des situations où ces dessins seraient marrants, et d'autre part me permettait d'éviter aussi certaines descriptions parce que je savais que le dessin serait plus efficace. Voilà. Donc ça change. C'est intéressant le roman illustré, mais c'est d'autant plus intéressant si ça change l'écriture. Voilà. Et c'est plus facile une fois qu'on a trouvé son illustrateur et qu'on a raconté. D'accord.
Et vous avez eu le courage de clore la série. C'est-à-dire qu'elle commence à lire mes romans ados, quoi. Voilà, elle est arrivée à l'âge où, quand elle a commencé à lire Les Pluies et Instinct, j'ai arrêté l'Hôtel des Frissons. Il y a 10 volumes. Oui, j'en ai fait quand même quelques-uns. Jacques? Moi, je voulais revenir. Vous avez évoqué les conditions d'écriture de Lille. Oui. Et du dialogue, en quelque sorte, que vous avez avec le lectorat, vos lecteurs. Est-ce que ces lecteurs étaient à l'image de ce que vous imaginiez de vos lecteurs, ou est-ce que c'était des lecteurs différents? Alors déjà, c'était des lecteurs particuliers parce que j'étais sur Facebook. Et Facebook est un réseau social de vieux. Donc, je ne dialoguais pas avec des ados, qui restent une partie importante de mes lecteurs. Je dialoguais avec des adultes, soit lecteurs, soit médiateurs ou prescripteurs. J'ai eu aussi beaucoup de profs doc qui ont utilisé Lille pour le mettre sur leurs espaces numériques de travail et mettre un chapitre par jour. Voilà, j'ai rencontré 2 classes pendant le confinement qui lisaient tous les jours, donc j'ai eu l'occasion de croiser des ados. Je les ai rencontrés virtuellement, hein, évidemment, on n'avait pas le droit de se voir, mais pour le reste, j'ai été en dialogue avec des adultes. Et après, oui, une lecture, c'est toujours surprenant, parce que les gens voient dans mes bouquins des choses que je ne pensais pas y avoir mis, parce que il y a un attachement d'un certain nombre de lecteurs et lectrices à des personnages qui est toujours qui en dit long sur les lecteurs et lectrices. Pourquoi est-ce qu'on s'attache à tel personnage plutôt que tel autre? Pourquoi est-ce qu'on ose écrire lui, je m'en fous s'il meurt, mais un tel, il n'en est pas question. Ce qui est quand même violent. Je sais pas, et voilà pourquoi est-ce que un personnage devient un modèle de relation amoureuse, comme j'ai eu l'occasion de le faire tout à l'heure en dédicace, comme vous me l'avez dit. Ça en dit long sur le lecteur ou la lectrice, et c'est un peu, des fois un peu bouleversant aussi quand même, hein, de se dire là on est très différents, on vit pas au même endroit, on n'est pas mus par les mêmes choses, on n'a pas la même histoire, mais il y a un truc qui est rentré en résonance, voilà. Et pas avec moi, avec un personnage, mais malgré tout il y a quelque chose qui, parce que moi j'aime chacun de mes personnages, il y a quelque chose qui résonne aussi entre nous, et ça c'est un beau cadeau de ce métier, ça c'est vrai. Merci. Ouais, justement, j'avais aussi envie de poser une question sur cette particularité-là de réception, parce que j'ai lu, moi aussi, en feuilleton, Lille, justement, et je suivais, alors pas forcément en commentant. Il y a toute cette partie-là aussi cachée. Il y a ceux qui participent et il y a ceux aussi qui lisent, qui suivent. Voilà. Et c'est vrai que ça influence la lecture aussi comme jamais, parce que ça s'est jamais produit, dans notre génération. Peut-être avant dans des émissions radiophoniques ou par épisode, mais il y a fort longtemps. Mais là, de cette façon-là, c'est avant de lire l'épisode, on a le point de vue aussi des autres et leurs réactions. Donc ça influence aussi notre point de vue sur la... Enfin, si on devait mener une analyse en théorie de la réception, ce serait assez inédit même de pouvoir comparer. Alors, je l'ai pas relu en papier, je l'ai acheté pour les besoins de l'étude. J'appréhende un peu en fait de le relire en papier, parce que je pense que ce sera pas la même expérience. Ce sera la même histoire, mais... Non, ce sera pas la même expérience, mais... Alors déjà, comme toute deuxième lecture est une autre expérience, quoi qu'on relise, on le vit pas la lecture de la même façon. Et là, très particulièrement, parce que
parce que vous n'aurez pas la possibilité de le relire chapitre par chapitre dans un contexte qui faisait que ça résonnait, etc. Après, est-ce que ce sera malgré tout une belle expérience ou pas? Il nous a semblé que c'était intéressant de le publier en version papier. Très sincèrement, sur le moment, quand on l'a commencé, on savait pas du tout si on le ferait. Et puis après, on s'est dit, il y a des milliers de personnes qui l'ont lu, qui ont été attachées à ce truc, dont on savait pas encore si c'était un roman ou juste un feuilleton. Et à relecture, il nous a semblé que le texte résistait aussi à une lecture longue, si on l'amendait un peu, si on retirait un peu de gras à certains endroits, un peu de pathos à certains, et un peu de fatigue aussi, parce que encore une fois, les conditions de production faisaient que on était peut-être moins exigeant au moment de la parution feuilleton qu'on a été au moment de la parution papier. Mais même si on a essayé que ça se tienne et que, enfin, encore une fois, c'était édité. Ouais. Du coup, on avait moins de recul. Ouais. Je me permets, mais c'est ce qui fait la différence avec l'édition d'un roman, c'est que, ne serait-ce que moi, je le relis 5 ou 6 fois sur un temps long. On a du recul sur ce qu'on est. Alors que là, c'était le soir même. Et même le travail éditorial a été immédiat, en fait. Donc, et surtout, un travail éditorial découpé. Donc, on peut pas revenir en arrière et dire ah non, mais ce chapitre-là, il était un peu plus faible, il faudrait peut-être que tu le muscles un peu ou que tu le supprimes. On peut pas faire ça sur un feuilleton. Ce qui rend la chose très intéressante, mais qui fait que à la publication, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Et ça, c'était passionnant de voir cette différence. Moi, j'ai pas suivi jour par jour parce que j'ai eu interrompu un peu au début. Et après, j'ai eu la joie, un peu comme quand on attend. Désolée de la comparaison, mais les séries Netflix, on attend qu'il y ait les 8 saisons, puis on les lit parce qu'on n'a pas envie d'arriver à attendre toujours un an après que ce soit produit. Donc moi, j'ai le plaisir de binge reading tous les jours. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, là, vous avez évoqué certaines lectures, et il y en avait d'autres. Il y en a eu plein d'autres. Et sur U4, on a eu des lectures incroyables de gens qui lisaient les 4 romans en même temps. C'est-à-dire que sur U4, on a chapitré jour par jour et il y a la date. Donc vous pouvez lire les 4 romans, ce qui se passe au 13 décembre, et il y a des gamins qui l'ont fait. C'est bien. Et voilà. Donc pour vérifier que c'était cohérent. Et c'était cohérent, on n'a eu aucune réclamation. Ça supposait un travail de dingue. Ouais, c'est 2 ans de boulot, ouais. Et voilà. Mais avec des trucs, on s'est rendu compte, on était obligé d'avoir un calendrier lunaire parce que s'il se balade et que la lune est pleine à un endroit tel jour, il faut qu'elle soit pleine dans les 4 romans. Tout est comme ça, quoi. S'il tombe de la neige à Lyon, est-ce qu'il peut ne pas en tomber à Paris, mais en tomber à Marseille? Je sais pas. Il faut qu'on se renseigne sur les phénomènes météo. Et voilà. Donc, on a été obligé de faire, et on peut jamais prévoir la lecture de nos lecteurs, mais même sur un roman plus ordinaire. C'est-à-dire, moi, à la fin d'un roman, je fais un boulot qui est un boulot musical, qui est de trouver la musique générale du roman, c'est-à-dire de redécouper le roman, de faire des chapitres plus ou moins longs, de faire des passages à la page suivante, de chercher, y compris, c'est sur un roman paru chez Sarbacane, qu'on a poussé le truc le plus loin, où il y avait des pages blanches, samedi 14 novembre. Oui, c'est ça, oui, sur le post-attentat, il nous fallait des pages blanches à certains moments, pour qu'il y ait du silence, parce que il y a, en littérature, le seul moyen de dire du silence, c'est le blanc. Si je dis il se taise, déjà je parle. C'est super dur de faire se taire des personnages. Donc, ce travail-là, qui est un travail que je mène un peu précisément, où en général on refait la maquette, et en général on rajoute un cahier, et l'éditeur est pas content au prix du papier actuel, mais il le fait parce qu'il considère que c'est important aussi. Ce travail-là, je sais qu'il est en partie illusoire. C'est-à-dire que je peux avoir travaillé sur chaque partie pour avoir un crescendo et des pauses, etc. Mais encore une fois, si au moment
où mon lecteur, ma lectrice prend le bouquin, il lit 5 pages, et à ce moment-là, les carottes brûlent dans la cuisine, où il y a un coup de fil, ou une envie pressante, ou etc., tout mon crescendo est foutu par terre. Et tout ce que j'ai conçu pour avoir... Donc, je suis obligé, quand j'écris un roman, d'essayer d'anticiper des lectures. Donc, quand on fait les épreuves du bouquin, je prends le bouquin au hasard à une dizaine d'endroits pour voir si je commence là, qu'est-ce qui se passe. Mais je prends à 10 endroits. Pour de vrai, c'est à 100 endroits. Et il y aura 100 lectures différentes. Et voilà. Et je sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense à un lecteur qui va, parce qu'il est happé par le bouquin, le lire d'une traite en une nuit. Et lui, je sais qu'il va passer un bon moment. Mais c'est la seule chose que je maîtrise. Bon, on va peut-être... oui, je comprends bien qu'il y a d'autres questions, mais une dernière alors, parce que... Pardon ? Non, mais parce qu'on peut discuter après, c'est vrai qu'autrement on n'aura pas le temps de la signature. Vas-y, Robin. Moi, j'avais 2 questions. Oh non, alors, pas du tout. Est-ce que sur le texte, c'était prévu au début du projet que les autrices aient un personnage principal garçon et les auteurs aient un personnage principal fille? Et justement, quand on est un auteur, comment on crée un personnage principal féminin, une adolescente? Comment on se met à sa place? Comment on se documente pour créer ce personnage? Alors, c'est un choix qu'on a fait dès le départ, que les garçons écrivent des filles et les filles des garçons. En partie pour s'amuser. En partie parce qu'Yves Grevet voulait avoir des problèmes de cheveux sales. Il est chauve comme un genou, hein, donc. Et en partie parce que, pour des raisons un peu théoriques, on voulait se dire que les stéréotypes de genre sont des stéréotypes. Je pense qu'on a échoué sur ce dernier point puisque la plupart de nos lecteurs ont trouvé que nos filles étaient des badass et que les garçons étaient très intérieurs et mélancoliques. Donc peut-être on a en définitive pas tout à fait réussi l'expérience sur ce point-là. Mais pour le reste, écrire avec un personnage de fille, moi me paraît pas plus compliqué qu'écrire avec un personnage qui a 15 ans aujourd'hui alors que j'en ai 50. C'est une expérience ontologiquement différente, un rapport au monde différent. De plus en plus, j'essaye que le corps de mes personnages me dicte des choses. Donc, voilà, que j'ai un personnage indisposé par ses règles au moment où il se passe une scène d'action, ça m'intéresse. Après, il faut pas que ça devienne un système, parce qu'il faut pas réduire quelque personnage que ce soit à son corps. Mais en tout état de cause, ça m'intéresse que tous les éléments de la personne, y compris la biologie, le physique, interviennent. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir 3 filles qui ont vécu ou vivent chez moi, donc et qui relisent mes scènes et qui peuvent me dire là, jamais une fille pensera comme ça, quoi. Voilà, c'est quand même utile, hein. Faut pas se mentir. Et après, il y a des scènes que je leur fais relire en amont et que je fais relire aussi en amont à des collègues femmes. Ce qui était joli sur U4, c'était que pour la première fois, tandis que j'écrivais, j'avais une collègue, Florence, avec qui on écrivait, qui, en direct, pouvait me dire « là, tu sonnes pas juste ». Et c'était intéressant, vraiment. Et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, qui fait qu'aujourd'hui, je demande à des collègues parfois de relire une scène en me disant « est-ce que je suis dans le faux ?» Voilà.
va peut-être arrêter là. Si merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.